Oui, alors c'est intéressant, parce que tu parlais de rhétorique au départ, qu'effectivement, l'expression devient importante, parce que il y avait des précurseurs. Il y avait David Lane, le néo-nazi américain, qui, dès les années 90, avait lancé son grande idée de white genocide qui était en place. Bien avant encore, il y avait en Grande-Bretagne Enoch Powell et son fameux discours sur les rivers of blood, aussi sur l'immigration. Alors, Enoch Powell a eu une importance considérable. David Lane s'est quand même resté très très fortement extrêmement marginalisé dans la mesure, enfin c'était que l'extrême de l'extrême droite, puisque lui-même a lancé son concept alors qu'il était déjà euh, en prison pour une accusation de meurtre. Mais le grand remplacement, lui, va redonner une nouvelle jeunesse à cette vision. Euh, Précisément parce que, et je crois que tu vas en venir là, parce que c'est à partir de ce moment-là qu'on va avoir ce jeu orwellien, comme tu dis, euh, d'inversion, c'est-à-dire d'appropriation de termes venus de la gauche, voire même de la gauche anticoloniale, qui va être investi par cette notion de grand remplacement. Et les expressions qui tournent autour. Alors effectivement, le mot grand remplacement, c'est 2010-2011, mais l'idée de grand remplacement, ça n'est pas nouveau. Déjà au début du XXe siècle, par exemple, aux États-Unis, eh bien, il y avait l'idée de race suicide, le suicide de la race blanche. Mais c'est pas du tout la même chose que, effectivement, ce que va dire à partir des années 1980 David Lane et que reprendra David Duke, c'est-à-dire un ancien dirigeant du KKK, le Ku Klux Klan, qui est devenu un représentant de la Louisiane. Et qui est une figure importante pour comprendre la dérive d'extrême droite néo-nazie aujourd'hui, en particulier aux États-Unis, eh bien, lorsqu'on passe du suicide de la race blanche au génocide, eh bien, le génocide, ça veut dire qu'il y a des gens qui tuent. Ça n'est plus un suicide. Et donc, aux États-Unis, la question qui va se poser et qui est très importante n'est pas la même que pour Renaud Camus. Aux États-Unis, ce qu'on dit, c'est pas simplement qu'il y a des remplacés, les blancs, et des remplaçants, on dirait aujourd'hui les racisés. Non, c'est qu'il y a aussi des remplaceurs. Et les remplaceurs, ce sont les juifs. Alors au début du XXe siècle, bien sûr, l'antisémitisme faisait partie déjà du suprémacisme blanc. Simplement, à ce moment-là, les juifs, ils étaient de toute façon du côté des remplaçants. Aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est que ce ne sont pas des remplaçants, mais des remplaceurs. C'est-à-dire, en particulier, c'est la raison de la haine pour quelqu'un comme George Soros. L'idée qu'un milliardaire eh bien, va favoriser les politiques d'immigration qui seraient ouvertes à tous les vents, ça, c'est véritablement un fantasme antisémite qui joue un rôle très important dans une version répandue en particulier aux États-Unis, mais pas seulement bien sûr. On voit bien qu'en Hongrie, Orban, il va pouvoir jouer dans le même registre. Cette rhétorique antisémite, elle est une composante essentielle du grand remplacement dans sa version états-unienne. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on voit aux États-Unis? Une des premières attaques terroristes en 2018 à Pittsburgh contre une synagogue au nom du grand remplacement, c'est parce que cette synagogue, elle accueille des migrants en difficulté. Donc, on va avoir une série d'attentats qui vont, dans certains cas, viser des Noirs, dans d'autres cas, viser des musulmans, des mosquées. Il va y avoir celle de Christ Church avec Brent Tarrant qui va avoir un manifeste qui s'appelle le Grand Remplacement. Donc, on a tout ça, mais c'est là la différence avec Renaud Camus, c'est la question de l'antisémitisme. Alors, ce qu'il faut voir justement, c'est cette bifurcation sur le rapport à l'antisémitisme d'une part et à Israël d'autre part. Parce que si on voit maintenant du côté européen, on s'aperçoit qu'effectivement, on peut parler de Enoch Powell, mais on peut aussi parler de Oriana Fallaci à partir de 2001, mais aussi du concept de rabbi ou de rabbia qui va être développé. Et là, d'un point de vue juif, c'est-à-dire
en réalité, la dimension antisémite n'est pas présente, puisqu'au fond, les Juifs seraient menacés par le grand remplacement. Alors que le terme n'existe pas encore, c'est déjà cette idée. Et c'est quelque chose qui va prendre une très grande importance au tout début des années 2010, et c'est une des raisons qui explique, à mon sens, l'écho de la formulation proposée par Renaud Camus. Alors on dit souvent la théorie du grand remplacement. Pour ma part, je refuse d'utiliser cette expression, ça n'est pas très théorique, c'est un slogan. C'est pas une élaboration qui vise à une démonstration, c'est une affirmation comme une évidence. Donc il me semble qu'on n'a pas besoin du mot théorie qui lui donne une sorte de légitimité et qui permettrait de dire qu'il y a une théorie, mais il y en a d'autres et que voilà. Donc au début des années 2010, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en 2010, on a Angela Merkel qui dit « c'est l'échec du multiculturalisme ». Cette idée, elle est reprise en 2011 par David Cameron. Elle est reprise par Nicolas Sarkozy. Et qu'est-ce qu'on a aussi en 2011? Eh bien, on a la tuerie en Norvège d'Anders Breivik. Et qu'est-ce qu'il fait? Il le fait contre le multiculturalisme. Autrement dit... Anders Breivik, tu rappelles? Anders Breivik, qui donc a fait un massacre en Norvège contre les sociodémocrates, parce qu'ils considéraient qu'ils étaient complices de ce qui ne s'appelait pas encore le grand remplacement, mais d'une sorte d'invasion. Et donc, il va convoquer à son procès des imams radicaux qui, effectivement, viennent valider sa thèse, à savoir, ces gens-là sont nos ennemis, ils nous font la guerre. Donc, ce que fait Anders Breivik, ça va avoir des conséquences parce que il va se justifier en disant « mais non, je ne suis pas fou. Ce que je dis, c'est ce que disent déjà des gouvernants. Je ne fais que répéter ce qui est au fond un discours aujourd'hui dont tout le monde est prêt à l'entendre. » Donc, c'est la banalisation de l'idée que l'immigration est un problème et que donc il n'y a pas d'intégration possible qui est le cœur de l'idéologie du grand remplacement. C'est contre l'intégration et contre l'idée même d'assimilation qui était jusqu'alors revendiquée par l'extrême droite. Donc en fait, on nous dit rien de tout cela n'est possible, donc il faut se débarrasser de ces gens-là. Ce qui est intéressant, c'est que tout n'est pas encore joué à ce moment-là, parce que quand Anders Breivik commet son massacre en Norvège, évidemment, il y a peu de gens pour le soutenir ouvertement. Mais en France, on a quand même un écrivain, Richard Millet, qui va publier un éloge littéraire, bien sûr, mais un éloge d'Anders Breivik. Pourquoi? Parce qu'il dit, bah oui, il pose la bonne question. Bien sûr... Les méthodes sont discutables. Voilà, ce serait mieux de rester dans la littérature. Mais quand même, la question, c'est la bonne question. Et on voit ici ce qui nous sépare de 2012, c'est-à-dire du moment où Richard Millet publie ce texte. Quand il publie ce texte, eh bien, lui aussi va se trouver ostracisé. Alors qu'aujourd'hui, on voit bien qu'en réalité, tout le monde serait d'accord. Dans un discours d'extrême droite tout à fait acceptable, c'est que quand même, il faut reconnaître le grand remplacement, c'est-à-dire, l'expression a été reprise par beaucoup de gens dans beaucoup de pays, mais en France aussi, y compris par Marine Le Pen et par des députés républicains, etc. Donc, l'idée, ou même la candidate à la présidence de la République, Valérie Pécresse, etc. Donc, on mesure le chemin parcouru depuis 2012 à la réaction qui a été opposée à Richard Millet. On ne peut plus faire d'éloge littéraire de cette violence blanche, on ne peut plus l'excuser de ce suprémacisme blanc. On ne peut pas en 2012, mais on le peut aujourd'hui. Alors ce que je voudrais souligner, c'est que la question du rapport à l'antisémitisme et à l'antisionisme, elle se joue aussi à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'en France, on a Marine Le Pen qui succède à son père en 2011 et qui va vouloir dédiaboliser, comme chacun sait, le Front National qui deviendra bientôt Rassemblement National. Et en particulier, cette dédiabolisation, elle va être focalisée sur le rejet ostensible, peut-être même au sens
anglais du terme, c'est-à-dire en apparence, le rejet ostensible de l'antisémitisme. C'est ce qui permet le ralliement de Renaud Camus à Marine Le Pen. Il était opposé à Jean-Marie Le Pen, c'est bien pour ça qu'il avait voulu créer un parti, parce qu'il trouvait que c'était une fausse piste, cet antisémitisme. Et il était bien placé pour le savoir, puisqu'il avait payé très cher des remarques antisémites. Et que, surtout, au-delà d'une forme d'opportunisme, il y avait un changement dans sa logique. Sa logique, désormais, c'était qu'il fallait penser que les Juifs, au fond, faisaient partie des remplacés. Et donc, il rejoignait la lignée qui était celle de Oriana Fallaci ou de Le Rabia. Mais tu dis 2012-2013, en effet, mais le, le moment ou le moment de bascule qui permet l'inflexion de Renaud Camus, c'est ce fameux moment en 2010, donc avant même quand elle fait campagne pour succéder à son père, où Marine Le Pen a ce moment où elle dit qu'il y a certains quartiers où il ne fait pas bon ni être juif, ni être une femme, ni être homosexuel, ni même être blanc. C'est-à-dire que c'est pas seulement les juifs qui sont intégrés d'une certaine façon euh, dans le peuple majoritaire, mais potentiellement les femmes, pour autant qu'elles se plaignent des immigrés, de même pour les homosexuels. Évidemment, du coup, les blancs font partie des menacés au même titre que les autres. Donc, ce qui permet, je crois, ce qui accélère le basculement de Renaud Camus, c'est non seulement la fausse piste ou le combat perdu de l'antisémitisme dont il a fait les frais, mais c'est aussi une possibilité où, au fond, il peut aller plus loin tout en reprenant, je ne dirais pas toute sa jeunesse, mais en ne sacrifiant rien de ce qu'il a été avant de basculer à l'extrême droite. Effectivement, ce discours de Marine Le Pen qui m'avait intéressé puisque j'avais écrit une tribune là-dessus dans Libération, il est important. Il est le signal que pour accéder à la tête du RN, qui est alors le FN, eh bien, Marine Le Pen, elle va réorienter. Et réorienter, ça veut dire que, effectivement, par exemple, pendant le mariage pour tous, pendant la mobilisation contre l'ouverture du mariage, on n'entendra pas parler, ou presque, du Front National. Et les électeurs du Front National seront beaucoup moins hostiles que la droite traditionnelle au mariage pour tous. Donc il ne s'agit pas seulement de l'antisémitisme, mais c'est que par rapport au fascisme traditionnel, eh bien, on fait basculer un certain nombre de groupes, les homosexuels, les juifs, du bon côté, c'est-à-dire du côté blanc. Les juifs deviennent blancs pour l'extrême droite. Et même, ils vont devenir bientôt blancs par excellence, du point de vue de l'extrême droite. Ce qui est frappant, c'est que, effectivement, quand on essaie de retracer cette chronologie, il y a plusieurs moments de bascule. Il y a aussi 2005. 2005, c'est-à-dire les révoltes ou émeutes dans les banlieues. Et en particulier, il va y avoir des déclarations d'Alain Finkielkraut dans Haaretz qui dénonce la logique, de son point de vue ethnique et religieuse, de ces violences urbaines. Et pour lui, ça participe d'une dénonciation, là aussi, du multiculturalisme. En particulier, il ironise sur le fait qu'en 1998, on se félicitait d'une France black, blanc, beurre après le triomphe de la France lors de la Coupe du Monde, mais qu'en réalité, maintenant, on avait une équipe de foot qui était black, black, black. Donc la dimension ethno-raciale de la critique, elle était très forte et Alain Finkielkraut a été beaucoup attaqué, ce qui bien sûr ne l'a pas empêché de continuer une carrière importante à France Culture. Mais juste retour des choses, il va être défendu par Renaud Camus. Et Renaud Camus, il écrit un texte sur la deuxième carrière d'Hitler. C'est quoi cette deuxième carrière d'Hitler? Eh bien, c'est l'idée que, au fond, on pourrait presque reprendre la phrase de Bernanos sur le fait qu'il avait
j'en oublie les termes exacts, mais que Hitler a donné une mauvaise réputation à l'antisémitisme, eh bien là, c'est qu'au fond, Hitler a donné une mauvaise réputation au racisme. Ça n'est pas formulé ainsi, mais ce que ça veut dire, c'est qu'au fond, l'antiracisme, c'est la deuxième carrière d'Hitler. Pourquoi? Parce que ça rend impossible de parler des origines, ça rend impossible de parler de l'enracinement, etc. C'est-à-dire, disons la version, pour le dire gentiment, barésienne, mais la version fasciste ou néofasciste. Donc, ces différents points sont à chaque fois des points, non pas de bascule, mais de déplacement, de recomposition, etc. Alors, dans les années 2010, va donc se poser la question du rapport avec l'antisémitisme et avec la critique d'Israël. Ce n'était pas une question qui importait beaucoup à Renaud Camus, Israël. Il avait même une vague sympathie pour le fait que quand même le sort des Palestiniens n'était pas si favorable. Mais ça va devenir très important à partir du tournant des années 2000, c'est-à-dire des années 2010, c'est-à-dire qu'il va comprendre que, au fond, il est très important de penser que cette civilisation qu'il veut défendre, ça n'est pas seulement une civilisation blanche au sens étroit, mais une civilisation blanche en un sens élargi, et donc, à certains égards, il va être du côté d'Israël. En particulier, c'est quelque chose qu'on va voir pour avancer dans le temps, le 7 octobre 2023. Il fait un tweet au nom du groupement politique qu'il revendique de représenter. Et ce tweet, eh bien, c'est un soutien inconditionnel à Israël. Pourquoi? Pas simplement parce que victime des attaques du Hamas, mais aussi parce que, explique-t-il, si Israël ne peut pas être aux Juifs, eh bien, la France ne peut pas être aux Français et l'Europe ne peut pas être aux Européens. Autrement dit, c'est en raison du grand remplacement qu'il va être du côté d'Israël. Chacun chez soi. Les Juifs en Israël, les Blancs en Europe et les autres ailleurs. Cette version du grand remplacement, elle est très importante pour comprendre pourquoi il va y avoir ce ralliement radical dès les années 2010 de Renaud Camus en disant si Israël autorisait par exemple le droit au retour pour les Palestiniens, eh bien Israël ne serait plus Israël. Autrement dit, il n'appartiendrait plus aux Juifs. Et ça, dit-il, c'est terrible parce qu'au fond, c'est ce que nous voulons éviter en France. Il faut que la France soit aux Français. Il faut que l'Europe soit aux Européens. Donc c'est plus du tout contre Israël, mais avec Israël. Et c'est ce qui fait que déjà en 2012, au moment où il se rallie à Marine Le Pen, eh bien, il enchaîne en quelques semaines 2 discours, l'un pour l'extrême droite, donc pour devant Marine Le Pen et toute l'extrême droite, et un discours pour l'Alliance France-Israël de Goldnadel, dirigée à l'époque par Goldnadel. Ça, c'est intéressant parce que on voit bien que c'est une main tendue de part et d'autre. Le fait d'être pour Marine Le Pen, eh bien, ça va avec le fait d'être pour une vision d'extrême droite du sionisme, proposée par Goldnadel en particulier. Et il lui tend la main très ouvertement en disant, au fond, vous l'avez bien compris, et je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce qui se joue actuellement, c'est que, certes, les Juifs, historiquement, ont pu souffrir de l'accusation de cosmopolitisme, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils revendiquent? C'est tout le contraire. Le sionisme actuel, tel qu'il est défendu par des gens comme Goldnadel, c'est pas le cosmopolitisme. C'est une forme d'ethno-nationalisme comme l'extrême droite israélienne avec Netanyahou. Donc, en fait, ce qu'on voit à ce moment-là, c'est qu'il y a eu un retournement complet. C'est-à-dire que, finalement, autant être du côté des Juifs, puisque fondamentalement, on est du côté d'Israël quand on est d'extrême droite, parce que Israël n'est plus quelque chose qui serait un prolongement des Juifs, mais au fond, c'est une manière
de modèle, de paradigme d'un État ethno-racial. C'est ce qui va se jouer avec la montée en puissance de l'extrême droite, mais c'est ce qui va se jouer aussi en Israël, mais aussi en Europe, mais aussi aux États-Unis. Donc un des grands enjeux aujourd'hui aux États-Unis, c'est de savoir est-ce que on reste sur cette position-là qui s'est imposée dans les années 2010, c'est-à-dire qu'au fond, Israël, c'est bien parce que c'est le modèle de pureté ethno-raciale, ou bien est-ce qu'on se dit non mais quand même, on reste entre blancs, des vrais blancs, c'est-à-dire non pas les blancs élargis aux juifs, mais les blancs à la façon de David Lane, à la façon de David Duke, c'est-à-dire du Ku Klux Klan, c'est-à-dire la version ancienne, celle héritée du début du XXe siècle, qui est celle du suicide de la race, qui était renouvelée par le néonazisme aux États-Unis, c'est-à-dire contre les Noirs et contre les Juifs et contre les Latinos, etc. Juste un petit amendement sur le côté remplacer, remplaceur, remplaçant. Euh, il me semble que l'idée des juifs remplaceurs, c'est pas si nouveau que ça. C'est déjà nettement là chez Barès, notamment. Puisqu'en effet, euh, son antisémitisme est fondé sur le fait qu'il y a une double corrosion de la nation française, une corrosion par le cosmopolitisme d'en haut et une corrosion par l'immigration d'en bas. Or, les Juifs jouent un rôle de cheville ouvrière dans les deux cas, puisque à la fois ils sont les banquiers par excellence et donc euh, sont véritablement les moteurs de cette espèce de corrosion d'en haut, de cosmopolitisme d'en haut, mais en même temps, dès lors qu'ils ont fait beaucoup d'argent euh, sur les marchés financiers internationaux, une partie de cet argent est reversée dans les caisses des partis communistes et assure l'immigration par le bas. Donc en fait, leur rôle de remplaceur est déjà dans l'imaginaire d'extrême droite dès ce moment-là. Ils ne sont pas simplement des remplaçants au même titre que, à l'époque, les immigrés, ils sont italiens, espagnols, belges et allemands, mais ils ne le sont pas au même titre que les autres immigrés, mais ils sont déjà ceux qui organisent les choses. Et là, il y a déjà une affaire de remplacement, qui est effectivement le cœur de l'idéologie nazie, c'est que c'est au fond, c'est eux ou nous. Euh, la raison pour laquelle il s'agit de les éliminer une fois pour toutes, c'est que ils ont un plan. Et le plan, c'est véritablement, non pas seulement, non pas de nous remplacer par envahissement, là on n'est pas dans le cas Camus, mais de nous remplacer par corrosion, de nous détruire et de dominer le monde, alors que ce devrait être nous à qui ce privilège devrait revenir. Effectivement, et c'est une des raisons pour lesquelles Barès est une des clés de compréhension de tout cela. Renaud Camus, dans un premier temps, va dire que non, en fait, il n'est pas si barésien que ça quand c'est la comparaison que propose Alain Finkielkraut. Et puis finalement, il dit, bah oui, quand j'étais jeune, je faisais le pèlerinage pour aller dans la ville où est né Maurice Barrès. Donc oui, Maurice Barrès est une figure centrale dans cette affaire. Toutefois, la question qui m'intéresse, c'est les déplacements. Oui. Et en particulier, je vais prendre un moment qui m'a beaucoup intéressé et qui a été un peu le point de départ du livre Misère de l'anti-intellectualisme, qui est un an avant le, le, le 7 octobre 2023, alors que depuis quelques mois, Elon Musk aux États-Unis vient de prendre le contrôle de Twitter qui va devenir X bientôt. On a un déferlement de discours antisémites, racistes, homophobes, transphobes, sexistes sur Twitter. On a le début de ce qui aujourd'hui a complètement abouti au fait qu'il n'y a plus aucune substance de débat, de discussion, de circulation et que, en quelque sorte, la fachosphère a gagné la partie sur X. Mais ça, c'est le début avec l'idée l'oiseau est libre, crie Elon Musk, donc l'oiseau de Twitter qui tweet, mais qui aussi fait cuit-cuit.
c'est quelque chose qui est intéressant parce que c'est condamné, bien sûr, par exemple, la Anti-Defamation League, c'est-à-dire un mouvement engagé contre le racisme, mais en particulier contre l'antisémitisme de très longue date, et qui est, à cette époque-là, et encore aujourd'hui, dirigé par Jonathan Greenblatt, qui a travaillé pour la Maison-Blanche sous Barack Obama. Et Jonathan Greenblatt, eh bien, il condamne tout cela, donc il y a une sorte de lutte très dure entre Elon Musk et Greenblatt, avec l'accusation d'antisémitisme, et en particulier lorsqu'il y a un tweet de Elon Musk qui approuve un autre tweet sur le grand remplacement. Mais cet autre tweet, il ne se contente pas de déplorer l'invasion venue d'Amérique latine. Il dit « Les Juifs seraient bien mal placés pour se plaindre du fait que ces gens-là ne les aiment pas, puisque ce sont eux qui favorisent leur immigration. » Donc c'est la version antisémite nord-américaine, héritée donc de David Duke et de David Lane, qui prévaut dans ce tweet, et c'est ça que retweet Elon Musk. Alors, aujourd'hui, on sait bien que, par exemple, le tropisme nazi n'est pas absent chez Elon Musk, y compris dans des formes d'eugénisme, mais aussi dans des saluts nazis. Mais à l'époque, on sursaute un petit peu. Et en particulier, Jonathan Greenblatt proteste en disant que c'est vraiment insupportable. Mais environ 24 heures plus tard, Elon Musk, il fait un autre tweet où il dit, alors d'abord il se dispute avec Jonathan Greenblatt en disant oui, bon, c'est peut-être pas tous les juifs, mais en tout cas les juifs de gauche qui financent tout cela, etc. Donc c'est une sorte de compromis. Il n'est pas, disons qu'il est un antisémite de droite contre les juifs de gauche. Mais ce qu'il va faire ensuite, c'est dire, mais bien sûr, maintenant, je veux qu'on interdise sur Twitter des expressions comme décolonisation ou comme du fleuve à la mer. Et là, Jonathan Greenblatt salue d'un seul coup, et tout ça s'est joué en un peu plus de 24 heures, salue avec une grande sympathie le fait que Elon Musk est un grand défenseur des Juifs. Donc on est passé d'un Elon Musk ouvertement antisémite à un Elon Musk qui est célébré comme luttant contre l'antisémitisme. Pourquoi? Non pas parce qu'il dirait du bien des Juifs ou parce qu'il cesserait de dire du mal des Juifs, mais parce que il veut protéger Israël. Et de fait, Elon Musk a de très bonnes relations avec Netanyahou. Netanyahou qui vient le voir et qui discute avec lui et qui dit qu'il est le président officieux des États-Unis. Après le 7 octobre, d'ailleurs, il reviendra aux États-Unis et il va faire le tour des sites des massacres du Hamas et accompagné par Netanyahou. Bien sûr, ça provoque l'indignation de Haaretz, qui continue de penser qu'être contre les Juifs ne doit pas être exonéré par le fait d'être pour Israël. Mais quand même, c'est cette image-là qui va s'imposer, c'est-à-dire, si on est du côté d'Israël, c'est pas très grave si on n'aime pas les Juifs et si on leur reproche d'être responsables du grand remplacement. Ça, c'est une version qui va être très importante aux États-Unis parce qu'elle va permettre de fermer les yeux sur l'antisémitisme de l'extrême droite avant qu'il ne revienne à la surface de manière très visible aujourd'hui avec des gens comme Nick Fuentes. Ça, c'est quelque chose qui va permettre toute l'offensive contre non seulement le monde universitaire, mais plus largement le Parti démocrate, contre la gauche, un peu comme en France, avec en même temps qu'une dédiabolisation de l'extrême droite, une diabolisation de la gauche, et en particulier du monde universitaire. Le point culminant de cette relation entre Greenblatt et Musk intervient, je pense, en février 2025, donc juste après l'inauguration de Trump, où il y a une grande... c'est pas l'inauguration elle-même, mais c'est un grand raout qui célèbre la victoire de Trump, et Musk à l'époque est très en cours, puisqu'il va prendre la tête de DOGE, donc du département de l'efficacité gouvernementale, et donc il fait partie des orateurs, et donc il se lance dans un grand éloge de Trump, et qu'il achève, pris par son élan, par un salut nazi.
Ce qui évidemment va choquer beaucoup de monde, mais pas l'Anti-Defamation League. Et le même Jonathan Greenblatt va se fendre d'un communiqué en disant, d'un tweet, en disant que, mais non, évidemment, c'est pas un salut nazi, c'était juste un geste un peu étrange, incongru, un awkward gesture, un geste un petit peu incongru, dû à un moment d'enthousiasme. Bon. Donc c'est vraiment le point culminant de ce renversement et qui fait écho à autre chose en France, 4 ans plus tôt, en 2021, qui est, à l'époque, le ministre de l'Intérieur en France, c'est Gérald Darmanin, qui vient de publier un opuscule qui s'appelle, je crois, contre l'intégrisme islamiste ou quelque chose de ce genre. Et dans cet opuscule, au détour d'une phrase, Gérald Darmanin rend hommage à Napoléon Bonaparte pour avoir mis fin aux méfaits des usuriers juifs. Ce qui évidemment provoque un tout petit tollé, essentiellement Pierre Birnbaum, l'historien, Et Edoui Plenel. et Edoui Plenel s'en émeuvent, mais la LICRA, donc équivalent de l'Anti-Defamation League en France, explique que pas du tout, que ce que fait Gérald Darmanin, c'est de louer l'empereur, et pour de bonnes raisons, puisque l'empereur n'avait d'autres soucis en réalité que de protéger les Juifs de la vindicte populaire en leur interdisant de se livrer aux prêts à intérêt. Évidemment, c'est infirmé par tous les historiens, mais c'est la preuve qu'on est effectivement dans cette espèce de basculement où l'antisémitisme n'est pas un problème dès lors que il s'accompagne d'un engagement sioniste. Et de ce côté-là, Gérald Darmanin est sur la même ligne qu'Elon Musk. Je crois qu'effectivement, c'est significatif. Ce sont des réécritures de l'histoire ou des déplacements des références historiques, puisque traditionnellement, on met l'accent sur le fait que la Révolution française a émancipé les Juifs. Et que, de ce point de vue-là, Napoléon, c'était un recul, et les quelques pages consacrées par Darmanin consacrent aussi Napoléon en même temps, en considérant que finalement c'est bien. Et donc c'est validé, en l'occurrence, par la LICRA. Donc effectivement, la comparaison est tout à fait pertinente, c'est-à-dire qu'il y a des déplacements. Et c'est, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir des déplacements constants qui permettent de comprendre comment on en est arrivé dans un monde que parfois nous avons du mal à comprendre. Et donc d'essayer de voir qu'une série de déplacements, eh bien, ça provoque ça. Donc je crois qu'en tout cas, le rapport à Israël, il va changer complètement et c'est ce que va porter Renaud Camus. C'est d'une part la transformation du Front National et du Rassemblement National en France, mais d'autre part une transformation de la scène internationale et donc c'est quelque chose qui va être un mouvement non seulement français, mais international et ça éclaire, à mon sens, la question du grand remplacement. Est-ce qu'on va penser le grand remplacement uniquement en termes remplaçant, remplacé, ou est-ce que on inclut la question des remplaceurs? Alors, en Europe, très souvent, les remplaceurs, on n'a pas besoin des Juifs, on dit l'Europe, l'Union européenne, c'est-à-dire une bureaucratie cosmopolite. On voit bien que ça peut facilement glisser aussi vers l'antisémitisme, mais finalement, il n'y en a pas besoin. Aux États-Unis, il n'y a pas l'équivalent. Bien sûr, il y a le deep state qui peut jouer un rôle comparable, mais je crois que, en fait, il y a une spécificité relative de l'Europe. Grâce à l'Union européenne, on peut se dispenser d'être antisémite quand on est cosmopolite. D'ailleurs, Quand on est, pardon, contre le cosmopolitisme. tu en parles dans ton article, un moment important à cet égard, c'est la fameuse manifestation Unite the Right, donc organisée par l'extrême droite aux États-Unis lors de la première mandature Trump. Et là, effectivement, on est dans une formulation à l'américaine héritée de David Lane et David Duke, puisque le slogan de l'extrême droite, c'est donc une manifestation qui va se terminer dans le sang, puisqu'il y aura une manifestante, une contre-manifestante qui va être tuée. Et le grand slogan lors de cette manifestation, c'est You will not replace us, vous n'allez pas nous remplacer, et ce sont les Juifs qui sont visés. Et comme tu le dis, mais c'est à toi de développer, Renaud Camus va répondre. Et sa réponse... Effectivement. Charlottesville a été pour beaucoup de gens la prise de conscience de l'importance politique et du danger
que représente le suprémacisme blanc aux États-Unis, puisqu'en particulier, on va avoir une voiture conduite par un néo-nazi qui va tuer une jeune femme et blesser des dizaines de personnes dans une attaque contre les manifestants antiracistes. Il y a deux slogans, en fait, qui se ressemblent beaucoup en anglais. You will not replace us, vous ne nous remplacerez pas. Et Jews will not replace us. Et là, on voit bien le double sens, c'est-à-dire you will not replace us, ça veut dire vous ne nous remplacerez pas au sens les Noirs ou les Latinos ne vont pas remplacer les Blancs. Mais potentiellement, ça veut dire vous n'allez pas nous remplacer, vous n'allez pas opérer le grand remplacement, donc vous n'allez pas être, on refuse les remplaceurs, d'où les Jews will not replace us. Et c'est là que beaucoup de gens aux États-Unis découvrent la circulation à l'extrême droite de l'expression grand remplacement. Et donc, il y a une journaliste qui contacte Renaud Camus dans son château. Et Renaud Camus, il n'est pas très au courant, mais il dit bon, vous êtes sûr, ils sont violents, ce sont des nazis. Moi, je suis pas du tout pour la violence, puisque je suis pour l'innocence, même si, bien entendu, comme il considère que la nocence, ce sont les immigrés, eh bien, il finit dans d'autres textes par dire que, évidemment, s'il faut faire la guerre, on fera la guerre, et ce ne sera pas une guerre civile, dit-il, en jouant sur les deux sens du mot. Cette guerre ne sera pas civile parce que, bien qu'il y ait des traîtres et des collaborateurs, c'est-à-dire toute la rhétorique retournée par l'extrême droite de la collaboration, de la résistance, donc tout un vocabulaire venu de la Deuxième Guerre mondiale, l'occupation, etc. Et on voit que c'est un vocabulaire aussi repris par Marine Le Pen, une manière d'inverser le sens des choses, historiquement. Et c'est en ce sens-là qu'on peut parler véritablement de discours orwellien. Donc ce que fait Renaud Camus, c'est qu'il dit oh, je suis pas sûr qu'ils soient tous violents, tous nazis, etc. Donc, ils ont raison de dire « you will not replace us », mais moi, je suis pas du tout pour la violence et pour le nazisme. Et il va prolonger ça, et ni pour l'antisémitisme, mais il va prolonger ça en écrivant un texte en anglais, qu'il fait un peu réviser par des gens, mais dans un anglais tout à fait correct, même si on sent quelques traces du fait que c'est un Français qui l'écrit. Et You Will Not Replace Us, qu'il publie à compte d'auteur, eh bien, comme tous ses livres à ce moment-là, eh bien, ça joue un rôle important pour comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il parle aux Américains en leur disant non, non, on n'a pas besoin d'aller du côté de l'antisémitisme. Donc, You Will Not Replace Us, très bien. Jews will not replace us? Non. Donc, il est très conscient de ce clivage possible, qui est un clivage entre l'Europe et les États-Unis, mais qui peut devenir un clivage aux États-Unis, comme on l'a vu avec Jonathan Greenblatt et Elon Musk. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'au fond, on voit que la circulation, elle joue. Une conscience du fait qu'on n'est pas tout à fait dans les mêmes mondes, alors qu'en même temps, on est dans les mêmes mondes ou dans le même monde. Et je crois que c'est ça qui se joue pour essayer de comprendre toutes ces questions. C'est une circulation internationale où il y a la France et d'autres pays européens, bien sûr, où il y a les États-Unis et où il y a Israël.